Et nous y voilà. Salut Marc, ça va? Bonjour. Ouais, tu viens en direct de Toulouse, là, t'es arrivé fraîchement, là? Fraîchement. Ouais. En TGV. En TGV, c'est bien. C'est courageux de Toulouse en TGV. Puis c'est pas la pratique. Je veux dire, à Toulouse, on vient en avion, quoi. Tu vois, il y a un... De ce que je comprends, je connais mal la ville, mais il y a un bon gros lobby de... Il y a deux teams. Il y a la team avion, la team train. La team train, voilà, c'est plus long, mais on arrive dans le centre, ça permet de travailler. D'accord. La team avion. Maintenant, il y a la ligne 14. C'est vrai que l'avion a repris du poil de la bête. Ouais. C'est vrai. Combien, train versus avion, tu gagnes combien de temps Enfin, l'avion, c'est une heure, même pas. Ouais, enfin, c'est une heure, mais t'arrives à Orly. Il faut arriver à l'aéroport de Toulouse. La différence avant, c'était 50 minutes. Avec la ligne 14, on est plutôt maintenant sur 1h15, 1h20. Okay. Donc, oui. Bon, là, les retours dans la journée, c'est un peu dur, mais sinon, quand on reste dans le train, ouais. Voilà. Par contre, on est confort, on se pose. Trop bien. Alors là, le lien avec la région, il n'est pas anodin, hein, parce que dans ta nouvelle vie, peut-être dans ton ancienne d'ailleurs, tu vas m'expliquer, hein, mais quand tu as fondé Brico Privé, mais il est que quand même tu restes très implanté dans tes business ou dans les fonds actuellement en région. Oui. Pourquoi ? Alors d'abord parce que c'était une volonté que moi j'avais après Brico Privé. Brico Privé, c'est pas du tout une aventure régionale, même si on a créé Brico Privé à Toulouse. On opérait de façon nationale et puis même internationale, parce qu'on était en Espagne, au Portugal, en Italie. Moi, j'avais le souhait, après Brico Privé, au contraire, d'essayer de faire quelque chose un peu, on va pas dire le contre-pied, mais un peu différent de ce que j'avais pu faire. Donc avoir une expérience vraiment régionale, donc sud-ouest, et puis y compris de m'intéresser à des entreprises qui étaient très différentes de ce que j'avais pu faire dans les 10 années de Brico Privé, de la tech, de la French Tech, et donc plutôt la PME classique, on va dire, mais sur lequel il y a des très belles histoires à construire. Il se trouve que j'ai rencontré des gens un peu par hasard, mais je les ai rencontrés, donc le fonds Ressources à Lille, qui existait déjà, une société de gestion qui existait déjà, qui avait depuis quasiment 10 ans lancé différents fonds régionaux très particuliers, des fonds d'entrepreneurs avec un écosystème et avec la volonté d'accompagner un territoire par des entrepreneurs qui sont aussi présents sur ce territoire. Okay. Et ils avaient la volonté de se développer sur d'autres régions, sauf qu'ils ne pouvaient pas le faire eux, puisqu'en fait, il fallait quand même incarner ça. Et donc, voilà, on s'est rencontrés. J'ai rencontré 2 autres personnes qu'ils avaient déjà rencontrées, qui sont Alex et Paul, mes associés actuels. Et voilà, on a décidé de partir sur une aventure, mais effectivement, qui est une aventure de développement régional. Alors, je voudrais vraiment poncer ça en large et en travers, parce que j'ai 1 million de questions là-dessus. Mais avant, si je prends un tout petit peu de recul, Marc, toi, aujourd'hui, tu te présentes comment ? T'es un entrepreneur ou t'es un investisseur ? Non, je suis résolument un entrepreneur. D'abord parce que je pense que quand on a, moi de toute façon quand j'ai commencé, j'ai eu d'abord une carrière plutôt dans les grands groupes. J'ai commencé chez Procter & Gamble et je me suis toujours défini comme un intrapreneur. D'accord. Jusqu'à temps que je fasse un peu le pas, on va dire que je devienne un entrepreneur. Et on les regarde toujours un peu avec condescendance, l'intrapreneur. Oui. Quand t'es entrepreneur et que t'es de l'autre côté, tu te dis oui, mais attends, toi, t'as pas pris le risque. Voilà. Il y a c'est clair, il y a une notion d'appréciation du risque. Je dis ça avec beaucoup à la fois d'humour, une part de vérité quand même. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai toujours cherché, quand j'étais dans les grands groupes, à être plutôt dans les petites entités. J'ai été patron de pays qui commençait, enfin voilà, ce genre pour essayer d'avoir cette liberté un peu cool. Les SWAT teams un peu des entreprises. Petite team, on n'est pas, on va dire, on n'impacte pas le PNL du grand groupe, donc on a beaucoup plus de liberté et puis on a quand même les moyens, on a la stratégie, voilà, à disposition, mais on n'est quand même pas entrepreneur parce qu'on n'a pas tout à fait le même risque et le soir quand on se couche, on n'a pas tout à fait la même pression. Donc non, moi je pense que je suis entrepreneur dans l'âme et d'ailleurs, de toute façon, Ressources, c'est une histoire d'entrepreneur parce que on n'est pas salarié d'un fonds, hein. On crée notre propre structure, c'est une vraie entreprise en tant que telle, sauf que notre métier c'est d'investir. Notre corps, mais ça reste une aventure entrepreneuriale et en plus particulièrement c'est que dans ce fonds, moi j'occupe le poste de développeur et pas celui de directeur d'investissement, ce qui est aussi particulier. Donc moi ma relation c'est de rencontrer tous les chefs d'entreprise de la région pour qu'ils deviennent souscripteurs déjà du fonds, parce qu'on lève des fonds, et puis de faire tout le lien avec l'écosystème entrepreneurial et justement d'avoir un tandem avec un directeur d'investissement qui lui est plutôt un investisseur. C'est ce que j'ai découvert moi avec OVNI, hein, en vrai, dont tu es souscripteur, hein, d'ailleurs, faut le préciser.
Mais avec Arnaud, avec Augustin, c'est que en fait un fonds quand tu le crées, en fait t'es entrepreneur. C'est une aventure entrepreneuriale. Il faut l'avoir un peu créé pour le comprendre. Bien sûr. Parce que quand t'es toi-même entrepreneur, tu vois les fonds en te disant bon, c'est des investisseurs, ils ont pas tant de skin in the game. En fait, t'as quand même des fournisseurs entre guillemets, tu faut aller chercher de l'argent, qui sont tes clients en même temps. Faut leur rendre des choses, faut être fort avec les boîtes que tu suis. Enfin, il y a vraiment. Ah non, mais c'est une vraie histoire entrepreneuriale. Au début, on écrit un pitch, un positionnement, une stratégie, on rencontre des gens, on convainc, on est vraiment. Non, on lance une entreprise, de A à Z, exactement comme quand nous on a lancé Brico Privé ou quand avant on avait déjà eu notre aventure entrepreneuriale avec Julien. Donc pour moi c'est une vraie aventure entrepreneuriale. Mais pour rester dans cette thématique, qu'est-ce qui t'a toi le plus surpris ou changé en passant de Brico Privé pleine bourre à un fonds d'investissement aujourd'hui, un gérant de fonds? Alors déjà, c'est effectivement, c'est quand même des métiers très différents. Le rythme, dans le brico privé, on est, dans le web, ça s'arrête jamais. Ouais. On est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On a les applis sur le téléphone, on regarde le site, le trafic, ça tombe, ça marche. Limite dans le bricolage, même le mois d'août, c'est pas calme, quoi. Non, c'est jamais calme. Et puis c'est toujours pareil, c'est que quand c'est censé être calme, il y a le truc qui fait que ça l'est pas, et voilà. Donc il y a un rythme qui est assez effréné, et on est quand même beaucoup finalement sur le court terme. On est très pris par le quotidien, par les opérations. En plus, moi, avec Julien, on avait des rôles relativement bien répartis. Et moi, je m'occupais des opérations, donc service client, logistique. Voilà. Donc là, c'est de 7h le matin à 20h le soir. On est pris par Quand il y avait une merde, c'était pour toi, quoi. C'était, voilà. Et le fond, c'est quelque chose, c'est l'inverse. On est dans le temps long. On est du capital patient. Nous, on s'intéresse aux PME. On a une vision de la croissance, voilà. Donc là, on est très très différent en termes de rythme. Ça veut pas dire que notre journée, on s'ennuie, on n'est pas en train de bailler aux Coréennes, mais voilà, ça c'est quelque chose de très différent. Ce que j'ai découvert aussi quand même, c'est que c'est moins, quand on le regarde un peu de l'extérieur, on a l'impression que c'est quand même assez scientifique. C'est-à-dire assez, on va analyser les chiffres, on va regarder les bilans, un truc, et puis finalement tout le monde a la même conviction. Non, en fait, on discute avec l'équipe de gestion et finalement on est obligé de se forger une conviction, et cette conviction elle est quand même portée beaucoup par le dirigeant qu'on rencontre. Y compris sur de la PME. Je t'explique ma question. Ma conviction était que plus on avance dans la vie d'une entreprise, plus elle grossisse, plus la donnée, l'expérience et les données d'ailleurs commerciales, marché, scientifiques, en tout cas financières, etc., sont importantes. Plus t'es tôt dans l'entreprise, plus tu vas faire juste attention au trip de la personne que t'as en face, tu vois. Et si t'arrives dans une très grosse entreprise, bon voilà, vous êtes un peu entre les deux. Le dirigeant, c'est 80% de notre décision. Ok. On est un fonds de capital développement, on fait pas de capital risque, donc on fait des sociétés qui sont établies, qui gagnent de l'argent. Pardon, juste pour comprendre exactement avant que tu continues, la taille type de la société, chiffre d'affaires, EBITDA, croissance recherchée, je sais pas. Nous, on fait des sociétés qui tournent autour de 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça peut aller de 5 à 20 millions, mais vraiment, ça ressemble à ça. Des boîtes qui sont rentables, pour pas dire très rentables souvent, qui font de l'ordre de 15% d'EBITDA. Ok, donc 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1,5 million d'EBITDA, là t'es chez toi, t'aimes bien, avec une croissance à 2 chiffres, quoi. Ouais, peut-être pas forcément, mais parce qu'on est sur de la PME et que c'est pas toujours facile d'aller chercher de la croissance à 2 chiffres, mais on va être sur de la croissance soutenue. Oui. On va de la croissance soutenue et on va aller chercher de la croissance à 2 chiffres par des build-up, par ce genre de thématique. Mais on est quand même sur de la PME résiliente. Et le chef d'entreprise, quand il vient nous voir ou quand on le rencontre, parce que souvent, et ça c'est un point important, on est dans 3 fois sur 4. On est le premier investisseur professionnel qui rentre au capital. C'est la première fois que le chef d'entreprise va ouvrir son capital. Donc, et vous prenez combien normalement ça va dans ton deal idéal? Ouais, c'est autour de 20%, 25%. Okay. 20%. On est minoritaire, on est systématiquement minoritaire. Et donc quand on est minoritaire, qu'on veut faire du capital développement, il faut savoir avec qui on s'associe et la décision finalement elle porte beaucoup sur la capacité du dirigeant
à vivre avec un fonds et à porter le projet. Si je mets ma casquette d'entrepreneur, je me dis, c'est cool, attends, 25%. Alors, c'est pas du cash out, hein, généralement, vous le si, d'accord. Si. On est assez ouvert, au contraire, on est un fonds d'entrepreneurs. Ça aussi, c'est une vraie différence. C'est-à-dire que la plupart des fonds d'investissement aujourd'hui je parle en capital développement, parce qu'en venture, justement, c'est un peu différent, mais OVNI est un fonds d'entrepreneurs. Nous, on est un fonds d'entrepreneurs. 80% de l'argent qu'on déploie aujourd'hui nous a été confié par des chefs d'entreprise. Donc on a une appréciation du risque qui est différente, et notamment dans cette appréciation du risque, le cash out c'est toujours un sujet. Mais nous au contraire, on est content quand le chef d'entreprise se dérisque un peu, parce que ça libère un peu les énergies à venir. Et on comprend qu'à un moment donné, il faut accepter de réaliser pour être un peu plus confort sur les... Et moi je dis toujours... Alors que l'investisseur, il a envie de garder sous tension à mort l'entrepreneur. En fait, l'investisseur, ce qu'il veut surtout, c'est que les gens ne soient pas désalignés. Quelqu'un qui prend un énorme cash-out, on va toujours se poser la question de savoir si demain matin, il va avoir envie de se lever quand même. Donc voilà, il faut que ce soit quelque chose d'équilibré, mais on comprend parfaitement que lors d'une opération sur capital, nous, ça ne nous gêne pas du tout de financer à un moment donné une partie de cash-out en se disant c'est normal que le chef d'entreprise il réalise une partie et après il va être un peu plus détendu. Et nous, moi j'ai toujours dit, quand ça a été le cas sur Brico Privé, parce qu'on a fait rentrer des fonds à un moment donné, on n'en avait pas forcément besoin. Mais on s'est dit, en fait, on se lève tous les matins avec l'envie de gagner, et un jour, on se lèvera avec la peur de perdre. Parce qu'on aura construit quelque chose de très gros et on n'aura pas réalisé. Ça vient à tous les entreprises, et tous les entrepreneurs, et je pense que généralement, il y a une zone aux alentours de 7-8 ans. En fait, t'as 2, 3, 4 ans où en fait t'es à fond, tu réfléchis pas. Il y a 5, 6 ans où tu te dis putain ça a bien marché, tu te projettes dans l'espace. Et au bout de 7 ans, 7, 8 ans, tu te dis si jamais il y avait un truc dans les rouages, là, dans l'engrenage, que je perdais tout, vraiment j'aurais l'air d'un dindon. Et c'est vraiment un truc qui est stressant. Et en effet, on peut te libérer de ça et c'est vrai que c'est assez cool. Donc il faut avoir un peu le sens du timing. Mais après, par contre, il va y avoir une position équilibrée. Ouais. Après, tu sais que je connais quelques founders de fintech, je vais pas aller trop plus loin, mais qui sont toujours on board, que je connais bien, compris un estimatif de, je crois, cash out de 30-40 millions chacun. Ils sont toujours aussi motivés. Et il y en a un que j'ai croisé dans un train, il était en seconde classe avec ses enfants. Et tu sens que sa vie, il est toujours à donf dans son truc. C'est pas son driver, en fait. Oui, mais j'allais dire, chacun a son driver. Ouais. Mais je connais l'exemple inverse aussi. Ouais, voilà, j'en connais aussi plein. mais non, voilà. Mais en tout cas, pour la question, c'est nous, on est assez ouverts sur ces sujets-là. Ok. Donc le deal, chez vous, c'est en gros, je vais te décrire un truc, tu vas me corriger après. Une boîte qui fait 10 millions de CA, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, qui fait 1,5 million d'EBITDA, elle vaut 6 millions, et vous l'achetez, et vous achetez 20%, 1,2 million, que vous donnez au founder, ou un petit peu dedans, un petit peu out. Non, c'est pas ça. Nous, le deal, si, nous, le deal, c'est qu'on va s'associer avec lui. On est minoritaire, donc et nous, ce qu'on souhaite, et on regarde des dossiers dans lesquels on sait qu'on va apporter plus que de l'argent. Okay. Ma valo, elle est mauvaise, là, les 6 millions que j'ai dit. Alors ça franchement, ça peut être très variable, mais on est quand même souvent sur des multiples entre 6 et 8, s'il faut les dire. Oui. Ok, donc alors on est plutôt à 10 millions. Alors, voilà, mais après il y a des secteurs où c'est plutôt 5. Non, si, non, mais parce que effectivement il y a toujours un peu ce fantasme entre la start-up et la PME, mais non, on est souvent, c'est ça, entre 6 et 8. Ça va dépendre après de la nécessité des capex ou ce type de boîte, mais nous, notre objectif, c'est on s'associe avec lui parce qu'il nous présente un projet de croissance. Alors, on fait aussi du LBO de transmission. Mais là, sur la croissance, il nous présente un projet. Et sur ce projet-là, le chef d'entreprise, il a besoin de se dérisquer, entre guillemets. Il a quel âge généralement ? Will ou elle ? Ouais, 40 ? Ouais, 40, 45 ans. Ok. Ouais. Et il a besoin de se dérisquer. Il a besoin de mutualiser un peu son risque avec un fonds. Et son risque, donc quelque part, le cash-out, ça le détend un peu. Donc une partie de l'argent qu'on va allouer, on va quand même nous aussi souvent remettre de la dette. Ouais. Mais on va rester, on va dire, raisonnable. Donc vous allez prêter à la boîte.
Non, c'est ça. ou alors Non. nous on va prêter sous forme d'OC, Ok. mais on va aussi faire de la dette bancaire. Oui, c'est ça, en plus. Et on va faire un montage dans lequel on va avoir un deal équilibré, dans lequel on sait qu'on rentre à un prix qui est correct et qui nous permet d'envisager effectivement une valorisation de sortie correcte, dans lequel le dirigeant, lui, s'y retrouve. Et si je continue juste pour comprendre vraiment, c'est des grosses mailles, mais donc elle vaut 10 millions, vous lui donnez 2 ou peut-être un peu moins pour quand même mettre dans la boîte, ou vous lui donnez toute la partie en cash out Non. Non, ok. Donc vous lui donnez quoi, un, et puis il y a un qui va dans la boîte en augmentation de capital ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Ok. Et donc elle vaut 11 après l'opération. Et là, vous avez un objectif de rester combien de temps pour la revendre combien, en gros quoi. Nous, on rentre sur un projet, donc on va s'inscrire dans ce projet. Ce projet, généralement, dans la logique, il dure. On est là pour 5 ans. Ok. 5-6 ans. Des fois, ça va être un peu plus rapide, des fois, ça va être un peu plus long. Mais de toute façon, il n'y a pas un projet qu'on arrive à déployer correctement en moins de 3 ans, on va dire. Après, il faut qu'il donne ce projet, il faut qu'il donne le rendement qu'on attend. Pour pouvoir envisager une sortie. La sortie, c'est quelque chose qui est aussi souvent envisagé avec le dirigeant au début. On sait à peu près la trajectoire. Il y a des dirigeants qui nous disent « Moi, je veux vous m'accompagner pour les 5 prochaines années. J'ai envie de faire de la croissance externe. Voilà ma trajectoire. Je veux aller à l'international. Je veux sortir de ma zone. Je veux faire... » mais dans 5 ans, je vends. Et j'ai décidé d'arrêter. Et donc là, on va sortir avec une sortie majoritaire avec lui. Avec une vraie organisation de la société. Pour et donc, qu'est-ce qu'on va faire nous ? Voilà, ce ce à quoi on va s'atteler, c'est d'abord que le projet réalise, que commercialement on obtienne des objectifs. Et c'est là où notre fonds ressources, il a un club ressources avec les chefs d'entreprise qui ont souscrit. Et donc, on met en place tout l'écosystème à sa disposition pour que on limite un maximum les risques d'exécution et qu'ils puissent même bénéficier pleinement de cet écosystème, que ce soit commercial, pour des fournisseurs, pour de la connaissance, pour vraiment une compétence collective, une connaissance collective. Et puis, on va aussi structurer l'entreprise pour s'assurer que si le dirigeant souhaite partir après, bien sûr, la boîte elle soit organisée. Belle à vendre, facile. Il n'a pas un lock-out, il n'est pas locké pour 5 ans. Ok, super intéressant. C'est vrai que c'est très différent. Alors je vais te poser quelques questions sur les objectifs aussi, de multiples et de choses comme ça, parce que dans les marchés que je connais moi et les invests, moi je suis toujours très early stage, quoi. Je veux dire, pour moi, le late stage, c'est la série A, tu vois. Et donc, du coup, en effet, il y a toujours beaucoup de casse. Donc maintenant, moi, tu vois, quand je vois quelqu'un qui gueule dans une cap table parce qu'une entreprise se plante, je lui dis, mais t'as rien compris, chérie. En fait, non, mais ça fait partie des maths. Exactement. Et vous, j'imagine qu'en revanche, ça, c'est rare. Oui. Alors, notre objectif, ça sera rare. Si on prend l'historique des fonds ressources à Lille, il n'y a jamais eu de casse. Sur combien de deals ? Sur 35, 40 deals. Alors, il y a des fois, il y en a qui se passent moins bien, mais il y a vraiment jamais eu vraiment de casse. Nous, la moyenne du private equity, le rendement, si on parle TRI, rendement moyen du private equity en France, c'est 12 c'est quasiment 13%. Okay. Nous, on vise plutôt du 15. Et ça, c'est ce qu'on appelle net de frais, de tout ce qui peut venir gréver un peu le TRI. Donc, ça veut dire qu'on va chercher des multiples de 3, si on est un peu schématique. Mais quand on regarde les performances du modèle, c'est-à-dire un fonds d'entrepreneurs ancré avec des souscripteurs entrepreneurs, un écosystème qui participe, qui supporte vraiment les boîtes, on voit qu'en fait, comment est-ce qu'on construit la croissance ? Il n'y a pas de magie financière, en fait. On construit la croissance avec des boîtes qui font x2 en chiffre d'affaires, qui maintiennent leur niveau de rentabilité et qui, parce qu'on les a structurées, on les a aidées à se structurer, font que si elles se sont vendues au début sur un multiple de 6 fois l'EBITDA, on va arriver à les vendre à un multiple de 7 ou 8 fois l'EBITDA. Voilà. Donc c'est un vrai travail d'aide, de structuration du business. Et c'est assez fou parce que derrière, tu as des gens potentiellement qui rentrent, qui te l'achètent à 7-8 fois l'EBITDA et qui, eux, vont rentrer sur un play encore plus gros sur lequel ils vont sur des boîtes qui vont à un moment faire du build-up et faire du 20-30 millions d'EBITDA. Et là, en fait, le multiple va passer à 15 ou 20 parce qu'en fait, ils sont dans... c'est assez marrant, ces couches. C'est intéressant et... c'est vrai que je me pose toujours la question du qu'est-ce qu'est la recette ? Alors, il y en a plusieurs, j'imagine, mais qui fait que il y a peut-être des points communs que tu vois dans toutes ces boîtes
je vais te dire une connerie, mais est-ce que c'est la digitalisation ou l'internationalisation, t'en as parlé tout à l'heure? Qu'est-ce qui fait que tu vas les aider à grossir? Est-ce qu'il y a quand même un truc qui revient assez souvent ou c'est toujours très varié? C'est quand même assez varié. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que ce métier est très riche. C'est que c'est un métier qui est très varié et on rencontre vraiment beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise avec des profils très différents. Il y a quand même, je pense, un dénominateur commun, c'est le chef d'entreprise. C'est-à-dire sa capacité. Nous, ce qu'on va toujours rechercher, c'est quelqu'un qui a un peu une vision stratégique, mais qui a aussi une vraie capacité à déployer. Parce que la vision stratégique, c'est bien, mais si derrière, on n'arrive pas à concrétiser, et à l'inverse, quelqu'un qui fait que concrétiser, qui est dans le micromanagement, qui est la tête dans le guidon, tout ça, on sait qu'à un moment donné, on va avoir un problème. Donc, on essaye de déceler ça. C'est quand même et après, quand même des gens qui ont une certaine capacité à prendre du risque. Faut sortir un peu de sa zone de confort si on veut aller chercher ces croissances. Donc, ça veut dire... Et des fois, cette... appréciation du risque, elle peut être très différente. On rencontre des boîtes qui vont faire des build-up qu'on n'a jamais fait. On rencontre des boîtes qui étaient sur une zone géographique et puis qui du jour au lendemain décident d'ouvrir 5 agences ou 6 agences en France. Voilà. Mais tout ça, c'est quand même et c'est quand même le propre d'un entrepreneur, c'est de faire des choses qu'il a jamais faites. Et d'aimer ça et de vouloir en faire plus. Ouais. Oui. Ouais. Donc, et nous, on est là pour l'aider et justement faire que ce qu'il a jamais fait dans notre collectif de chefs d'entreprise, ce qu'on appelle nous les ressourceurs, puissent aider les ressourcés par leur expérience en disant toi tu l'as jamais fait mais moi je l'ai fait, donc on va passer 2 heures au téléphone, je vais t'expliquer, voilà les risques, tu veux venir en Espagne, moi je connais un notaire, je connais l'avocat, je connais voilà. C'est marrant parce que en fait, je connais ce type d'entreprise parce que j'en ai eu pas loin en fait. J'ai géré des boîtes qui étaient un peu en dessous de 10 millions mais qui faisaient un bel EBITDA mais je crois que je serais quand même assez mauvais pour comprendre les talents de ces personnes. Enfin, à la fois, tu vois, ce sont mes pairs quelque part. Qu'est-ce qui te fait basculer? Parce qu'une fois que tu as les chiffres, je vais dire, tu as 8 entreprises qui font 10 millions et 1,5 million d'EBITDA, on te les apporte. Pourquoi on en choisit une et pourquoi tu choisis une? Quel chez l'entrepreneur, l'homme, la femme qui la dirige, qui te fait basculer? Et après, j'aurai la question, qu'est-ce qui te fait dire non, je passe mon tour, c'est sûr? Qu'est-ce qui fait basculer? Franchement, c'est compliqué c'est compliqué à dire comme ça de but en blanc parce qu'en fait, justement, chaque dossier, on va se faire une conviction. Oui, mais je suis d'accord. Là où moi je te dis que pour moi c'est dur, pardon, je précise un tout petit peu, je suis pas allé jusqu'au bout, mais je me dis, attends, il est déjà vachement fort, quoi. Il fait 10 millions et 1,5 million d'EBITDA. Enfin, ouais, go, j'y vais, tu vois, c'est bon, vas-y. Non, mais on peut pas effectivement aller partout, mais non, la différence. Alors d'abord, moi je suis pas directeur d'investissement. Moi, c'est Alexandre et Paul qui sont directeurs d'investissement. Moi, je suis à côté d'eux. Et généralement on fait les rendez-vous quand même à 2 parce qu'on a besoin justement d'échanger un peu sur cette conviction et que ce soit Alexandre ou Paul ils vont regarder le côté un peu financier et moi je vais regarder plutôt le côté entreprise, chef d'entreprise. Parce qu'ils sont pas dans les sbroufs les personnes, ils font déjà du vrai business. Et puis on a des relations avec les chefs d'entreprise très saines, à livre ouvert généralement. Nous, ce que je disais tout à l'heure, dans la plupart des cas on va être le premier investisseur professionnel au capital. Le projet, il est même pas souvent défini. Ils ont des perceptions, ils ont des ressentiments, mais voilà, ils savent pas forcément. Et nous, on va les aider à écrire un peu le projet en même temps qu'on va rentrer au capital. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va y aller ou pas? Franchement, la qualité du dirigeant, c'est-à-dire quand on dit la qualité du dirigeant, c'est sa capacité aussi à... Nous, on va beaucoup regarder sa capacité à écouter et à vivre à côté de nous, avec nous. Parce que s'il fait rentrer un actionnaire, il faut qu'il quelque part il respecte cet actionnaire. Mais nous, on est minoritaire, donc en fait, on n'a pas du tout vocation à diriger l'entreprise. En revanche, on a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut partager avec lui et lui apporter. Donc, et ça, on va vite le sentir s'il a envie ou pas. Parce que après, il y a des gens qui nous disent on a envie. Bon, en fait, ils ont surtout envie de l'argent, mais pas forcément d'avoir leur actionnaire à côté. Donc là, c'est d'autres modèles qu'il faut aller chercher. Mais surtout quand tu es minoritaire comme ça, moi, là, je mets ma casquette investisseur, tu t'exposes un peu, tu demandes quand même un minimum de droits et de choses comme ça, parce qu'il faut pas que ton associé puisse faire n'importe quoi avec ses 70, 74, 80... Non, bien sûr, on va avoir des pactes avec un certain nombre de droits, mais c'est quand même très léger. C'est quand même très léger. Le dirigeant, il reste maître à bord.
Et c'est son projet. Et nous, on vient soutenir son projet. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter le projet ou pas. Le dirigeant, la qualité du dirigeant, c'est est-ce qu'il est capable de vivre avec nous, est-ce qu'on pense qu'il est capable d'exécuter ce projet, et puis est-ce que ce projet, on y croit, on voit la même trajectoire que lui sur ce projet, est-ce que les sous-jacents sont bons. On fait du capital développement, on est quand même là pour prendre nous un risque, essentiellement un risque d'exécution. On va pas prendre tellement de risques de stratégie. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon deal pour toi ? C'est le prix, c'est Non, mais alors d'abord un bon deal. Là, pour l'instant, on a fait quelques investissements. On sait quand on est sorti si c'était un bon deal ou pas. Non, mais globalement, c'est un bon deal quand on sait qu'on s'est associé avec un dirigeant qui a envie, qui a été intelligent dans les négociations, c'est-à-dire qui a choisi ses combats et qui sur laquelle on a trouvé une valeur équilibrée en fait. Voilà. J'ai vu hier des jeunes, c'était marrant. Pardon, je t'ai posé cette question d'un bon deal, mais qui ont vendu un e-commerce, un truc à l'origine dropshipping, et puis après qui ont un peu bougé. Et je crois qu'ils ont fait, je donnais des chiffres, mais je crois que c'est première année 1 million de chiffres, deuxième année 5 millions, troisième année 10 millions, avec un EBITDA très très solide. Je crois qu'on est à plus de 30%, enfin un truc très chaud. Donc comme en pleine croissance, ils ont vendu ça bien cher. Mais ils me racontaient que leur obsession, c'était de vendre vite et de pas rester. Et donc, ils ont dit, en fait, on part au bout de 48 heures. Donc, et ils ont dit, on a vendu beaucoup moins cher, mais je crois qu'on parle de 30-40% moins cher que certaines offres qu'ils ont eues, parce qu'on leur demandait d'être loqués pendant 2 ans. Mais comme ils ont créé la boîte il y a 3 ans, ils ont fait 3 exercices pleins. Ils te disent, mais j'ai pas envie de rester 2 ou 3 ans, bosser pour un autre. Tu vois, ça s'entend. C'est assez drôle. Et en fait, le repreneur, il connaissait bien le business. Il voulait pas les équipes, il voulait pas les founders. Il a acheté un truc, il sait très bien. Il rentre dans son PNL. Il est content, il va le faire grossir. Il a vendu un Hollandais, c'est parti comme ça, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas de mauvais projet en soi et on peut toujours trouver, je pense, quelqu'un pour le seul point, pour réaliser ce projet ou pour trouver être le bon associé. Il faut juste pas mentir sur le projet. Et alors donc vous allez sur quel type de deal ? Vous faites, tu peux aller, je sais pas, je dis une connerie, mais là j'y vais très large, hein, mais bon, chez un charpentier, comme chez un industriel, comme chez un, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des maisons, ou vous avez quand même une thèse très précise ? Non, on a une thèse régionale. Donc nous, la base, c'est quand même, alors si on prend le fond sud-ouest, c'est sud-ouest. Si on prend le fond de Rennes, c'est Bretagne. Si on prend Lille, c'est Hauts-de-France. Rennes, tu fais pas la Manche, quoi. Non, si, parce qu'on a une vision assez élargie quand même de notre région. Mais nous sud-ouest, c'est Biarritz, Nîmes, hein, donc c'est assez grand. Donc comme on a une thèse géographique, globalement, on n'a pas de thèse sectorielle. C'est pas notre. Donc on peut aller effectivement, théoriquement, sur n'importe quel secteur d'activité, dès lors qu'on y trouve un intérêt, qu'on pense que le projet a de l'intérêt et qui peut répondre à nos exigences en termes d'investissement. Après, il y a quand même certains secteurs. Alors, bon, déjà, qui sont interdits parce qu'on est un fonds article 8. Donc là aussi, on prend des engagements ESG. Donc, il y a des secteurs qui sont interdits. Jeux d'argent, sexe, voilà. Et puis, il y a des secteurs qui nous plaisent moyennement, en fait. Soit parce qu'en fait, ils sont déjà bien adressés par d'autres fonds et qu'on considère qu'on va pas apporter grand-chose et qu'on n'est certainement pas les meilleurs. L'aéronautique, par exemple, dans le sud-ouest, une thématique qui est très adressée, avec au final un seul acheteur. Voilà, donc c'est pas des thèses qui vont nous... Boeing. L'immobilier, c'est pas notre thèse non plus, c'est d'autres, il y a du monde, c'est d'autres mécanismes de financement, voilà. Mais sinon, franchement, on est très ouvert et on regarde, et ça, c'est quand même une vraie beauté de ce métier, c'est qu'on peut regarder des choses très, très différentes. Moi, j'ai le souvenir, j'en parlais récemment, mais j'ai fait c'était mon dernier stage d'école de commerce. C'était mon dernier stage ? Non, c'était mon deuxième stage. Dans c'était un truc sur les TPE, PME exportatrices. Et pour un observatoire. Et je parle de la Manche parce que j'ai grandi près de Cherbourg. Et j'ai trouvé un type qui faisait je crois que c'était des motopompes, ça s'appelait, donc des pompes, voilà. Et en fait, qui était plutôt dans le bocage de 40 ans, je sais pas si tu vois c'est quoi là, mais vers Cherbourg, la Manche, tout ça.
Et en fait, un jour, il a trouvé un client dans un pays du Golfe pour aller pomper du pétrole. Un peu par hasard, parce que les mecs cherchaient des pompes et voilà. Et sa boîte a complètement changé. Oui, bien sûr. Et tu dis, mais enfin, il y a des trajectoires pour des boîtes qui sont tellement inattendues, quoi. Mais moi, alors ça c'est tout à l'heure tu me posais la question de savoir qu'est-ce que j'ai découvert dans le métier par rapport au métier du web, brico-privé. C'est un métier d'abord où on sort beaucoup. On passe notre temps dehors pour rencontrer les chefs d'entreprise. On va dans leurs entreprises, on va. Et je suis très surpris. Rencontrer les chefs d'entreprise, je déteste ça. Moi, c'est ma hantise. Mais je suis très surpris de la qualité des entreprises qu'on trouve. Ouais. Il y a des petites boîtes un peu sous les radars qui parlent pas d'elles et pourtant qui font un travail extraordinaire. Alors, c'était ma question qui venait après. Moi, je suis rentré dans au-delà d'OVNI, qui est déjà quand même un fonds bien implanté en région, hein, parce que Arnaud passe sa vie, il est toujours, dès que je l'appelle, il est toujours à Lille, à Strasbourg, dans les Alpes, voilà. Et j'ai investi l'année dernière dans une boîte qui s'appelle WeVest, qui fait du club deal immobilier et un petit peu de crowdfunding immobilier. Et ils sont basés à Annecy. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans WeVest, c'est qu'ils n'étaient pas basés en région parisienne. Parce qu'en fait, il y a plein de bons deals qui sont beaucoup moins disputés que ce qu'on a ici à Paris. En fait, ici, tu en as des opérateurs de crowdfunding et puis même des promoteurs et des marchands de biens, tu en as tellement que t'as plus de hasard, il n'y a plus d'accident possible. En plus, avec les données possibles qui arrivent, soit vraiment, les gens se sont foirés sur la vente, mais voilà. Et eux, ils ont des trucs super chouettes. Qu'est-ce que t'as quand est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez fait ça, ressources, la région, et qu'est-ce qu'on a comme surprise, comme bonne ou mauvaise d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est moins bien? Moi, là où c'est moins bien, par exemple, sur WeVest, c'est que c'est quand même souvent moins gros. C'est-à-dire que le deal moyen, en IMO, c'est moins gros qu'à Paris. À Paris, tu as des deals à 80 millions, tu vois. Enfin, là, tu trouveras pas ça à Annecy. Oui, mais est-ce que c'est moins bien? C'est une bonne question. C'est plus de travail, c'est généralement moins de rendement. Oui. Alors voilà. Enfin, non mais c'est parce que je pense que ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que quand on regarde les sociétés de gestion de façon générale, il y a eu un peu inflation, on va dire, sur les montants levés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le montant levé va déterminer la rentabilité de la société de gestion. Parce qu'à un moment donné, on va mettre des tickets plus gros, on va avoir des frais de gestion, on va collecter des frais de gestion plus élevés, et donc finalement, la société va devenir très rentable. Sauf que quand même, on change de métier. Tout le monde se bat que sur les gros deals. Oui. Et puis quand on investit, je dis n'importe quoi, 10 millions par deal, si demain on lève un fonds qui fait 2 fois la taille et qu'on va investir 20 millions par deal, en fait on fait plus le métier parce que c'est plus les mêmes boîtes, c'est plus la même façon d'analyser, c'est plus les mêmes risques qu'on va prendre. Et puis de facto il y en a de moins en moins. La pyramide, donc finalement on vient tous sur les mêmes territoires. Ouais. La vision de ressources, c'est plutôt l'inverse, c'est de se dire finalement on va aller sur un territoire de PME. D'abord, ces entreprises-là méritent d'être financées. Oui. Parce qu'il y a aussi un momentum, c'est-à-dire qu'en fait, ces entreprises-là avaient beaucoup l'habitude de faire de la dette. Et finalement, à un moment donné, elles s'aperçoivent qu'il faut quand même renforcer les fonds propres. Et donc, finalement, le private equity arrive petit à petit sur ce type d'entreprise. Et que pour bien le faire, par contre, il faut être très ancré dans le territoire. C'est-à-dire que je ne peux pas venir depuis Paris, regarder une boîte à Toulouse. Alors, je peux en faire une, mais je ne vais pas en faire un modèle. Donc l'idée c'était de se dire non, je vais faire un fonds régional. Ça c'est ce qu'ont fait Mathieu, Franz et Romain quand ils ont créé Ressources à Lille il y a 10 ans, en disant on va être ancré dans un territoire et on va s'appuyer sur un collectif de chefs d'entreprise qui vont nous aider. Et parce que ce collectif de chefs d'entreprise, pourquoi est-ce que c'est mieux entre guillemets, je pense, c'est que nous, l'idée c'est quand même que les deals soient très peu intermédiaires. Et qui nous source les deals? Nos ressourceurs, c'est-à-dire nos 60, 70, à Lille ils sont 150 chefs d'entreprise, qui connaissent le territoire, c'est généralement des gens qui ont réussi, et eux ils entendent parler de l'entreprise, qui se pose des questions, qui veut transmettre à son fils, Donc en fait, moi je pense que je sais pas si c'est mieux, en tout cas ce que je sais c'est que c'est pas moins bien. D'ailleurs les performances sont très bonnes, mais par contre il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'en fait il faut pas lever des fonds de 100 millions pour faire que du régional, un fonds de entre 30 et 50 millions, ça c'est raisonnable. Il faut les multiplier avec des entrepreneurs régionaux. C'est ce qu'a fait donc Ressources Lille, s'est dit je vais faire Rennes avec des Bretons, je vais faire Toulouse avec des gens du Sud-Ouest, peut-être que je ferai d'autres régions demain, mais je suis cohérent dans mon modèle. Ils font combien vos fonds?
ils vont faire entre 35 et 50 millions, 55 millions. Ok. Et donc vous échangez pas entre petits copains quand même une partie du fond du Nord avec les gens du Sud ou des choses comme ça, non? Non, si, il y a des souscripteurs qui sont dans. Nous aujourd'hui, on a des souscripteurs à Toulouse qui sont des gens basés à Lille, mais qui ont une attache dans le Sud-Ouest, soit parce qu'ils ont des entreprises présentes, soit parce qu'historiquement ils ont été là et que ça les intéresse de se développer, d'avoir aussi ce rôle actif. Et c'est du rolling fund ou c'est des fonds que vous closez à un moment? Fonds professionnels de capital investissement AMF, 9 ans, plus prorogeable 2 fois 1 an. Donc non, c'est des fonds qui ont une durée de vie. Ok. Mais la récolte est fermée à un moment. Oui. Là, ok. 2 ans, normalement, on fait des levées de fonds de 2 ans. Nous, on arrête en décembre 2025. Donc les gens chez qui t'investissent, s'ils cash out un peu, ils réinvestissent pas nécessairement dans le fonds ou peut-être dans celui d'après. Ce qui peut être intéressant parce qu'ils sont importants dans le maillage, j'imagine. Et la désintermédiation, elle fonctionne aussi à la sortie ou peut-être moins quand même. Un peu moins, parce que normalement, quand tu disais tout à l'heure, quand tu regardes le profil des boîtes qu'on a, normalement, si on a fait notre trajectoire de croissance, elles vont arriver à une certaine taille, et là, c'est difficile depuis les intermédiaires. Mais une fois encore, on n'a rien contre les intermédiaires, au contraire, on travaille aussi beaucoup avec eux. Mais notre ADN, c'est quand même d'être en prise directe avec le chef d'entreprise. Et le fonctionnement du fonds, il est pareil que c'est 2% de management fees, 20% de carried, pareil. Un hurdle. Hurdle à 6, okay. C'est 2,25% pendant la période d'investissement, 2% pendant la période de désinvestissement, capé à 20%. Enfin voilà, c'est des trucs très classiques. Il n'y a pas d'exotisme là dans notre fonctionnement. T'as commencé quand? On a commencé en novembre 2023. Ok, ça reste assez récent, on enregistre 18 mois plus tard. 18 mois plus tard. On a commencé le fonds, on a commencé à présenter le projet au chef d'entreprise en novembre 2023. On a réellement débuté le fonds en novembre 2024. Ok. Premier investissement. Donc t'as pas fait d'exit? Non. Chance de ouf, ça pourrait arriver, on sait jamais, mais bon. Non, ce serait très bon. Et vous avez fait combien d'investissements là? Deux investissements sur le fonds de Toulouse. Ok. Tu peux me donner les boîtes? Tu me Lille, on a fait 2 entreprises. Une entreprise qui fait qui est une agence média. Ok. Alors qui en l'occurrence est à Paris. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Cospirit. Ok. Je connais. Elle est vieille, Cospirit. Ouais. Donc, tu sais que ma femme a bossé chez Cospirit il y a très longtemps. Donc Florian Grill, qui lui là on est dans une thèse plutôt de MBO où il fait passer en fait en gros une partie de son management dirigeant de l'entreprise. Et puis une autre boîte qui fait de la location de matériel informatique de courte durée. Ok. Métier très particulier et là c'est plutôt sur une thèse de croissance externe. C'est sur de l'événementiel ou des choses comme ça. Leurs clients, ce sont essentiellement des agences événementielles qui peuvent avoir besoin, typiquement là, il y avait le centre du Capex, 1000 PC, imprimante, écran pour 3 jours d'examen, ou l'Assemblée Générale de Bouygues où ils ont besoin de 400 tablettes pour signer ou voter. J'aimerais bien voir le taux de casse, de perte, de vol sur ces trucs-là. Non, un petit peu non, au contraire, ouais. C'est une boîte qui du coup a un process très bien rodé d'envoi. On est assez proche de la logistique informatique. J'adore ces idées. Quand ça fonctionne, en plus, c'est super résilient, ça. Oui, c'est pareil, c'est une boîte qui a 30 ans. Le fondateur, il l'a repris à son père. Extra. Comment tu te situes, toi, par rapport à la prise de risque? Si je te mets sur une échelle de 1 à 10 dans... Je vais être à 7. 7. Ouais, okay. Je prends des risques, mais je ne suis pas non plus kamikaze. Pas de tête brûlée. Non, ok. Ok. Et il y a des petites... je sais pas, chez tes entrepreneurs ou des choses que tu vois sur lesquelles toi, tu as on appelle ça une zone de génie sur laquelle toi, tu peux vraiment les accompagner plus que d'autres. Moi, ça pourrait être, tu vois, justement, la communication, le fait d'être plus visible, la création de contenu, ou j'ai d'autres... Non, moi, je pense que là où je suis assez bien, parce que c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai toujours fait, c'est sur la capacité à formaliser une vision et à la décliner en un plan d'action concret. Ouais, je pense que ça, c'est ce que j'aime bien faire et ce que j'ai toujours fait, de toute façon, dans mes différentes expériences. Donc,
Je regrette de devoir partir aussi vite après, parce que alors ça me parle. Ça, formaliser une vision, j'en ai besoin. Ça, c'est vraiment pas le truc où je suis très fort. Mais en plus, c'est vraiment notre métier en termes de capital développement. Je pense que c'est arriver à écrire une trajectoire de croissance, la formaliser en priorisant, en se disant voilà, ce qui est important, c'est ça. Pas se défocuser et de s'y tenir après. Je pense que c'est la clé. C'est hyper intéressant. C'est marrant, c'est un peu un truc de consultant, ça, non ? Enfin, je dirais. Et pourtant, quand tu es capable. Non, mais je veux dire, toi, tu l'as fait en tant que chef d'entreprise et c'est ce qui a dû vous envoyer aussi fort dans l'espace. La différence, c'est que nous, on avait une grande devise avec Julien chez Brico Privé, c'était fait, c'est mieux que parfait. Ouais, et ça a toujours été. Bon, il y a beaucoup de gens l'ont. Done is better than perfect. Voilà. On le refait, mais c'est quand même quelque chose. Et ça, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on cherche chez un dirigeant ? Cette capacité à faire et à prendre des décisions. C'est vrai que... alors c'est très bizarre parce que je sais pas si t'es déjà arrivé à ce truc-là, c'est mes réflexions, je suis obligé de saisir la perche, mais du moment fait c'est mieux que parfait, ou go fast and break things, va vite et casse des choses, c'était un peu les devises de Facebook au tout début. Par moment, je me dis, tu vois, sur moi, mes contenus et Génération It Yourself, là, j'ai refait la direction artistique parce que je me disais que c'était un peu old school. J'ai refait des choses avant, je m'en foutais. Enfin, je suis très sensible au beau, mais je me disais, attends, j'ai pas le temps. Tu sais quoi, on avance. Ouais. Et j'arrive quand même dans une période où je me dis, faut faire quand même aussi attention à ça. Alors, je suis trop petit en termes de résultats et de finances, mais en termes de visibilité, je me dis, et puis tu vois, d'assises, c'est-à-dire que j'ai un média qui fonctionne bien, je me dis, maintenant, ça me suffit plus en fait. Je vais être un tout petit peu là, et je trouve ça très très difficile à vivre parce que ces boîtes-là, particulièrement dont tu parles, elles sont aussi à j'imagine, à cette bascule. Pardon. Non, mais t'as raison parce qu'en fait, quand on dit, enfin, là où c'est dangereux de dire fait c'est mieux que parfait, parce que ça peut aussi cautionner de faire entre guillemets un peu n'importe quoi et de faire mal. Donc c'est pas ce qu'on dit. Quand on dit fait c'est mieux que parfait, il faut accepter qu'on est dans le 20-80 et que le 80-20 il coûte beaucoup trop cher et que quand on aura fini, ça sera trop tard en fait. Le marché sera passé. Donc la rapidité d'exécution prévaut sur la finesse, comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'en fait il faut qu'on se trompe parce que si on se met dans une impasse, même vite, ça restera une impasse. Hein. Donc oui, je suis assez d'accord et ça correspond aussi à des phases. C'est très vrai au début quand il faut prendre un marché. Une fois qu'on y est, parce que de toute façon à un moment donné on a la sanction du client. Alors toi c'est les auditeurs, mais au final il y a un moment donné où en fait il faut quand même les écouter et après par itération améliorer en fait. Mais par contre ce qu'on peut pas faire c'est rester en mode un peu consultant à se dire bah alors même ça c'est pas fait donc je le lance pas, non mais ça je vais faire mieux parce qu'en fait finalement on finit jamais. Établir la division et mettre les choses en place pour y arriver. Je t'avoue que ça me parle. De quoi t'as besoin, toi, aujourd'hui ? T'as besoin de souscripteurs pour le fonds ? Vous êtes full ? T'as besoin de plus de projets ? T'as besoin de boîtes à racheter ? Non, alors là, on est en phase de levée de fonds. Donc, on a toujours, quand on est en phase de levée de fonds, besoin de souscripteurs, de gens qui adhèrent au projet. Avec une préférence pour les gens du Sud-Ouest ? Avec une préférence pour les gens du Sud-Ouest, mais surtout avec une préférence pour les gens qui ont une appétence pour le Sud-Ouest. Ils ne sont pas forcément basés dans le Sud-Ouest. Bordeaux, entre Rennes et Toulouse, ça se situe où ? C'est le Sud-Ouest nous, on l'a annexé. On considère que c'est les gens du Sud-Ouest. Bonne idée. Mais en plus, ils ont battu Toulouse au rugby, donc ils sont officiellement du Sud-Ouest. Okay. Mais non, voilà, des gens qui ont ce côté territorial. Après... moi, sur Toulouse, j'ai besoin de ça, mais Rennes lance son fonds et Rennes a aussi besoin de gens en Bretagne. Voilà. Nous, on crée un projet ressources en dehors du fait qu'effectivement, on est directement impacté ou en tout cas impliqué dans le projet Sud-Ouest. On est aussi impliqué dans le projet ressources de façon générale. Donc, on a besoin de trouver des souscripteurs, des gens qui sont intéressés par ce capital de proximité, fonds d'entrepreneurs et qui adhèrent à la thèse de on va participer à un club ressources. Et on va s'intéresser aux boîtes, on va les voir, on va les suivre tous les jours. C'est totalement différent que de mettre de l'argent chez Rothschild, où c'est très rentable aussi et ça fonctionne très bien, mais c'est une autre approche. Je mets ma casquette de Parisien après avoir été longtemps en région. Et puis là, j'ai compris ce qu'il y avait comme avantage aussi, potentiellement, à investir dans des fonds régionaux comme ça. Qu'est-ce qui me manque ? Est-ce qu'il y a... moi, là, comme ça, et je me trompe probablement, mais je pourrais me dire peut-être, tu vois, une culture de la finance... moi, si j'étais resté en région, j'aurais peut-être pas eu toute cette compréhension, les fonds, les choses comme ça. C'est pas un truc,
très commun. Il y en a pas plein. Enfin, il y en a plein à Paris, il y en a pas plein à Toulouse, quoi. Tu vois, enfin, il y en a quelques-uns, mais est-ce que c'est un truc, notamment pour recruter des gens, tu vas les chercher à Paris, ou qu'est-ce qui te manque? Non, franchement, enfin, alors j'ai vraiment pas l'impression qu'il nous manque quelque chose en termes de compétences. Alors, en plus, si on parle vraiment du Sud-Ouest, Toulouse, c'est une ville universitaire. Et il y a plein de gens qui, au contraire, ont commencé, y compris à Paris, et qui finalement sont très contents à un moment donné de revenir dans une région. Donc, en fait, on a vraiment pas de sujet sur cette partie-là. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, nous, pour entre guillemets, aller peut-être plus vite, c'est cette culture du fonds d'investissement. C'est-à-dire la culture du private equity, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Même la culture du build-up en France. Non mais c'est cette culture un peu, c'est-à-dire, le français, enfin, je schématise un peu, mais la PME, quand elle a besoin d'argent, elle va voir son banquier, elle fait de la dette. Et se dire finalement, il y a d'autres voies. Voilà, ça, mais on voit que ça progresse beaucoup, ça s'infuse, et ça s'infuse avec des strates, avec des boîtes plus petites maintenant. Et là, par contre, les intermédiaires, les M&A, comme ça, font bien leur boulot pour montrer à des gens qu'en fait, finalement, il y a d'autres voies que simplement de faire de la dette. Mais c'est vrai que là, on sent qu'il y a quand même une petite différence selon les régions, et notamment alors Paris évidemment, mais y compris par exemple quand on va dans la région Nord, nous on a eu l'occasion de participer au club ressources avec les souscripteurs ressources. Il y a une tradition capitalistique de grands capitaines d'industrie, tout ça, qui ont déjà infusé un peu ça. Ce qui est moins vrai dans le Sud-Ouest. C'est vrai. Ça, dans le Nord, ils ont ça. En Bretagne, il y a un peu ça. Et en Bretagne, il y a aussi ça. Ouais. Moi, je suis breton, donc j'ai pas de... En Normandie, c'est pas vrai. T'as pas du tout ça, d'ailleurs. Je le regrette, mais je trouve qu'il y a des régions, en Corse, pas tant. T'as 2-3 grosses boîtes. Mais... Ça, on le voit, mais d'un autre côté, ça nous laisse aussi un terrain de jeu beaucoup plus vierge pour se développer. Combien ticket minimum pour rentrer? 200 000 euros. 200 000 Si on vient de ma part 200 000 Merde. Non, c'est 200 000 euros. C'est un ticket, voilà, qui est pas neutre. Faut quand même que ce soit des gens qui. Je sens que c'est immobilisé 9 ans, comme tu disais. Alors non, en fait, oui. Enfin, alors, le fonds dure 9 ans, mais en fait, l'argent va être mobilisé le temps de l'investissement dans l'entreprise. On fait des appels de fonds. Donc, il y a la réciproque. Quoi, 20 000 euros par an pardon, non, plutôt 40. Non, c'est entre 40 et 50 000 euros par an. Et l'argent va être mobilisé le temps du projet, puisque si on investit dans une entreprise, on va rester 5-6 ans, donc l'argent va être mobilisé 5-6 ans. Ok. Donc c'est l'illiquidité du private equity, ça reste le sujet, mais c'est aussi la contrepartie de la performance. Toujours, ok. Qu'est-ce que ton expérience... Brico Privé, ça dure combien de temps pour toi ? 12 ans. Qu'est-ce que cette expérience t'apporte aujourd'hui par rapport à justement toutes ces personnes que tu côtoies au quotidien, ces entrepreneurs que tu accompagnes ? Je trouve que, enfin, quand on fait Brico Privé, on s'en rend pas compte en fait. Quand on sort de Brico Privé, on s'en rend beaucoup plus compte après de ce qu'on a fait en fait. Nous, on est passé de 0 à 180 millions avec des phases hautes, des phases basses. On a gagné de l'argent pendant très longtemps, puis à un moment donné, on a développé un projet justement, et puis là, finalement, c'était une autre phase. On gagnait plus d'argent. Enfin, donc, on a vécu beaucoup. Donc, je pense que déjà, ce qui est très intéressant, moi, je pense et ce que je peux apporter effectivement dans ce projet-là, c'est justement cette expérience de l'hypercroissance et de ce que ça a été de bénéfique et de moins bénéfique. Parce que tout le monde pense que la croissance, c'est facile. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de gérer la décroissance que l'hypercroissance. C'est moins sympa de gérer la décroissance, mais c'est assez simple, malheureusement. Alors que l'hypercroissance, en fait, on est tous les jours devant une feuille blanche et il faut réécrire en permanence. C'est usant pour les équipes. Et puis on se trompe et finalement donc c'est beaucoup de travail. Donc ça, je pense que voilà, ça ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est cette expérience et puis avec le recul de qu'est-ce qui était vraiment des choses qui étaient des piliers de la réussite et puis d'autres choses qu'on pensait être et puis finalement avaient finalement beaucoup moins d'importance que prévu. Ouais, et puis l'hypercroissance telle que tu l'as décrit, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai vécu en effet des boîtes comme tes entrepreneurs doivent vivre. J'ai trouvé ça tellement épuisant. C'est-à-dire que, oui, en effet, on faisait tu vois, les premières années, tu fais du plus 100%, plus 50%, plus 30%, plus, enfin, tu restes, tu vois, quand tu fais du plus, pendant longtemps, on est à plus 50, tu vois. Tu recrutes beaucoup de monde, tu te trompes, tu changes, t'as plein de clients, ça change, tu rechanges de bureau, enfin, ça s'arrête pas. Ça. Mais ça reste petit par rapport à la vraie hypercroissance de la start-up, quoi. J'entendais Peter Thiel parler de Mark Zuckerberg, il dit, mais je crois que vous vous rendez pas compte que
des Mark Zuckerberg, il y en a. Enfin, on peut l'aimer, le détester, mais il dit en fait, lui, les merdes qu'il gère à la journée. Oui. Pour le commun des mortels, c'est le pire truc qui leur arrivera dans la vie, tu vois. Enfin, à peu de choses près, en dehors des morts et des maladies, tu vois. Il dit, en fait, lui, des trucs comme ça, pour l'entrepreneur moyen, lui, il en a 4 par jour, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment fou. Donc, toi, t'as dû en vivre quelques-unes. Ouais, ça doit permettre d'accompagner. Ouais, mais finalement, on est pris par le mouvement. On est porté, alors, on est porté par la croissance, on est porté par les résultats, on est porté par les équipes qui sont hyper motivées. Ouais. Donc, c'est pas, on s'en rend pas forcément compte. C'est quand à un moment donné, on sort du projet, on se dit ouais quand même, on est passé enfin nous on a fait 2 millions, 11, 27, 42, 80, T'as la tête qui tourne un peu, comme si tu sors de la lessiveuse quoi en fait. Super intéressant. Où est-ce qu'on peut te contacter Marc? LinkedIn. Tu acceptes les gens, on va sur voilà, Le Verger tout attaché. On mettra le lien dans toutes les coordonnées enfin tout le descriptif de cet épisode. Merci vraiment pour ton temps. Non, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un conseil un jour qu'on t'a donné, ou un truc qui a changé ta vie, le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta carrière, qui t'a marqué? Je pense que ce qui m'a marqué, moi j'ai commencé donc je suis de l'école proctérienne, j'ai commencé chez Procter & Gamble et ce qui m'a marqué, Procter est très particulier en termes de gestion des RH notamment, comme ça. Et j'avais un manager très très bon et qui m'a montré en fait, parce que quand on est jeune, on sort de l'école, on a envie que ça aille vite, on a envie de gagner plus d'argent, tout ça. Et en fait l'importance d'apprendre et dans une carrière pour aller loin en fait, c'est-à-dire en fait de se dire faut pas aller à la facilité. Et je crois que ça m'a profondément marqué. D'abord, alors, dans ma gestion des RH, et ça, je pense que les gens de chez Brico Privé, notamment, j'ai tous dû les saouler un jour quand ils sont venus me demander une augmentation et que je leur ai dit que pourquoi ils ne l'auraient pas, mais parce qu'en fait, il fallait pas aller à la facilité, il fallait choisir des postes et il fallait continuer à apprendre et que le plus important, c'était pas combien j'allais être payé le mois prochain, mais qu'est-ce que j'allais apprendre, parce que c'était ça qui construisait finalement la carrière. Donc, et je pense que ça m'a marqué parce que ça m'a marqué effectivement dans ma façon d'envisager les gens en termes de RH. Et dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, en fait, c'est de se dire finalement, ce qui est quand même le plus important, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que demain, je vais faire des choses que j'avais jamais fait, et est-ce que je vais me construire comme ça? L'obsession de l'apprentissage et de le mettre en pratique. Là-dessus, je pense qu'on se rejoint, en tout cas, au moins, et c'est vrai que je me dis que, même sur des toutes petites équipes. Mais je pense que j'ai été quand même pas mal inspiré, comme tu le dis, par Procter et tous mes potes qui sont passés là-bas. Moi, on m'a fait un peu la même. C'est-à-dire que chez vous, c'était d'aller dans les supermarchés, faire tes mises en rayon pendant potentiellement des mois, des années, pour certains, loin, etc. Et puis, en fait, t'apprends ton métier, quoi. Moi, dans le premier job que j'avais, c'était d'être télé-sales et d'appeler des dizaines de personnes tous les jours. De toute façon, aujourd'hui, c'est un des sujets de la jeune génération. Mais en fait, je pense qu'on a besoin d'expliquer aux gens qu'à un moment donné, il faut apprendre le métier. On peut pas... Et c'est pas TikTok, on le découvre pas. Enfin, moi j'ai 2 filles, mais on a l'impression qu'au bout de 48 heures, ils savent tout. Non. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je leur propose d'apprendre le métier de poster sur TikTok. Ouais. Et ça les intéresse, tu vois. C'est plus facile pour recruter. C'est plus facile. Merci beaucoup, Marc Le Verger. C'était vraiment top. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais on trouvera le moyen d'en prendre la prochaine fois. En tout cas, merci d'être venu jusqu'ici chez OVNI. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut, merci Marc. beaucoup. Ciao. Ciao.